Vous avez parlé d'émotion. Trump a remporté une victoire spectaculaire que plusieurs n'attendaient pas lors des dernières élections présidentielles. Je le rappelle, il a gagné le vote populaire, ce qui est la dernière fois qu'un républicain avait réussi, je crois que c'était Reagan. Peut-être Bush père, mais j'en doute. Et bien sûr, il a gagné la présidence, le Sénat et la Chambre des représentants. On pourrait dire que c'est largement grâce à son discours qui a fait appel au cœur des Américains, l'Américain moyen, l'Américain qui vit dans ce qu'on appelle le flyover country, là, entre New York et Los Angeles, en gros. Est-ce que son discours a réellement réussi à susciter les émotions que j'ai mentionnées? Et comment est-ce qu'on explique son succès rhétorique, surtout dans la perspective où les médias, depuis au moins 2015-2014, lors de la primaire républicaine, l'ont attaqué, en particulier à cause de sa façon de, comme vous l'avez mentionné, de parler de façon des fois un peu trop agressive, là, si on fera. Mais comment expliquer son succès rhétorique? Alors, le succès rhétorique, c'est que il ne cherche pas à complexifier les messages. Il y a un indice qui s'appelle l'indice Coleman-Leo. Essentiellement, c'est un indice qui mesure la lisibilité des textes, donc la compréhension des textes. On cherche à déterminer quel est le niveau scolaire pour comprendre un texte. Une étude s'est penchée là-dessus et on a compris que les discours de Trump pouvaient être compris par des jeunes de 9-10 ans. Donc des textes, des discours compréhensibles par des enfants. Il a compris que pour gagner, il fallait miser sur la simplicité. Il a compris également qu'une façon de se distinguer de l'élite, c'est de parler comme la classe moyenne. Il veut être cohérent avec... Classe ouvrière peut-être même. La classe ouvrière également. Et peut-être c'est une question que tu me poseras plus tard, mais il prépare le terrain idéologique à travers sa rhétorique. C'est-à-dire que la forme, elle sert le fond du message de Trump. Je dirais que l'équation est très simple. Forme égale fond pour Trump. À ce point-là, parce que d'habitude, on va séparer la forme et le fond. Quoi qu'un prof universitaire va parler avec une certaine forme qui va être reliée au fond. Mais quand vous dites la forme relie le fond, est-ce qu'on doit comprendre que Trump, littéralement, utilise une rhétorique de cassure des élites ou de séparation des élites? J'ai envie de dire les élites côtières face, comme j'ai dit, à l'Interland américain. Il incarne l'Interland américain ou l'Américain moyen, classe ouvrière, qui a peut-être perdu son emploi grâce à la désindustrialisation du pays. Est-ce que c'est joué? Est-ce que c'est surjoué ou est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'on peut, j'ai envie de dire, percer la rhétorique pour savoir si, en fait, ce n'est qu'une rhétorique ou est-ce que, littéralement, il est habité par ses idées? Alors, je ne crois pas qu'il est habité profondément par ses idées. Je pense qu'il a trouvé la recette gagnante pour gagner, pour s'inscrire dans le débat et pour faire parler de lui. Encore une fois, c'est une bête médiatique. Il n'agit pas comme un homme d'État, mais plutôt comme un acteur de télé-réalité, à mon sens. Donc, la forme rhétorique, donc la stratégie discursive de Trump, à mon sens, elle cherche à remplir en fait un certain vide intellectuel. Ce n'est pas un intellectuel, Trump, ça on le sait, ce n'est pas un penseur, mais c'est quelqu'un qui cherche à créer un pont émotionnel avec l'Américain moyen. J'allais poser la question, je voulais enchaîner avec Zelensky, mais avant, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. Mais j'écoutais des entretiens de Donald Trump qui dataient des années 90, et en fait, son discours a à peu près pas changé depuis. Et bizarrement, à l'époque, apparemment, il était démocrate. Je ne dis pas qu'il faisait la politique, mais il était associé aux démocrates. Il a fait des dons. Il a fait des dons, et il se définissait comme tel à l'époque, politiquement parlant, comme étant un démocrate. Et quand on écoute ce qu'il disait à l'époque, c'est vraiment pas différent de ce qu'il a dit lors de sa conquête des primaires républicaines. C'est pour ça que j'avais tendance à croire que ici la forme émanait du fond, même si Trump, de toute évidence, vient de l'élite new-yorkaise, immobilière, élite des affaires, et il est richissime, et clairement pas de la classe ouvrière. Et j'ai l'impression que c'était quand même assez incarné. Est-ce que là, vous avez dit que non, mais est-ce qu'il y aurait une chance que ça soit incarné, en fait, ou, comment dire, il s'est rendu compte, comme vous savez, qu'il pouvait gagner en disant la chose. Il l'avait toujours dit de toute façon. Et donc, on va continuer dans la même voie.
il s'inscrit dans la rupture. Donc Trump, il s'inscrit dans la rupture. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'il a une mythification de soi. Il se considère un petit peu comme le sauveur providentiel, celui qui remettra la gloire américaine sur les rails. Donc oui, il y a une incarnation, c'est-à-dire que, voilà, tu l'as noté, c'est-à-dire que même à l'époque, il avait le même discours, donc il y a une cohérence idéologique. Il y a une cohérence idéologique, et pour susciter l'adhésion, susciter le respect de cet Américain moyen, il faut qu'il parle comme cet Américain moyen. Donc d'où cette rhétorique populiste, simpliste, qui s'inscrit dans la rupture, qui s'inscrit dans l'opposition binaire. Par exemple, lorsqu'il parle de l'immigration, c'est toujours associé à une vision négative. Donc aux immigrants, il va associer des termes tels que violent, rapiste, etc. Et il y a une étude qui s'est penchée sur le registre de Trump à travers les années, donc entre 2016 et 2024. On constate que de 2016 à 2020, il adoptait plutôt un registre axé sur l'économie. Et au fil du temps, ça s'est effrité. Et on assiste à un registre militarisé, beaucoup plus violent. Si on regarde les termes qu'il emploie fréquemment, on parle d'immigration, on parle de traître, on parle d'ennemis des États-Unis. C'est un discours qui devient de plus en plus agressif et de plus en plus violent à travers le temps. Justement, quelle est la différence entre Donald Trump en 2016, sa victoire, 2020, sa défaite, et 2024? J'ai eu la même impression. Je le crois qu'il s'est déplacé un peu plus vers la rhétorique de moins en moins nuancée, quoique elle était déjà pas très nuancée en 2016, mais en 2016, j'ai l'impression qu'il était un peu naïf encore, dans le sens qu'il croyait qu'elle allait recevoir un traitement égal de la part des médias. Et donc, il s'auto-réglementait, si on peut dire, au niveau verbal et rhétorique. En 2020, déjà un peu moins, il s'est senti non seulement floué, mais triché, comme si on lui avait volé la présidence, particulièrement à partir des médias, mais pas que. Et en 2024, il s'est dit plus rien et il va jusqu'au bout. Est-ce que je me trompe? Ah oui, maintenant, c'est un jusqu'au boutiste. Il n'a absolument rien à perdre. Il a le Sénat, il a la Chambre, il a le vote populaire, le collège électoral. Donc, il a toutes les conditions gagnantes. La voie est libre, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, oui, en 2016, on peut considérer que son discours était un peu plus sobre, un peu plus posé. Et il semblait extrême pourtant à l'époque. Et qui était extrême à l'époque, effectivement. Mais maintenant, le terreau est fertile pour ce populisme rhétorique. Donc voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il en profite. Il profite de cette situation, du contexte actuel. Le simple fait de considérer son grand partenaire économique, c'est-à-dire nous, les Canadiens, comme un ennemi, on note qu'il y a une rupture qui s'est dessinée dernièrement. Donc oui, on note une évolution, plutôt une dégradation de la rhétorique de Trump à travers les années. Est-ce que ceci explique sa montée en puissance? Ses résultats de 2024 étaient supérieurs à 2016, où il a gagné les deux, on s'entend. Il était supérieur à 2020, bien évidemment. Et t'as envie de dire, plus il était extrême dans ses propos, moins c'était nuancé, plus il gagnait politiquement. Alors, je ne dirais pas qu'il y a causalité, peut-être qu'il y a corrélation, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on avait aussi le Parti démocrate qui ont un état de mort cérébrale, comme dirait l'autre. Donc, il y a une combinaison de facteurs qui ont facilité, bien évidemment, sa réélection. Mais c'est sûr qu'avec une rhétorique aussi incisive que la sienne, il a réussi à rallier les désillusionnés américains. Il y avait même, n'oublions pas, ce ne sont pas que des Blancs qui ont voté pour Trump. On a aussi les communautés ethniques, la communauté latino, les personnes d'ascendance africaine également. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas simplement le candidat des Blancs. Non, en effet, certains nomment la chose comme étant la nouvelle grande coalition républicaine, en fait, latino, avec les mâles, les hommes afro-américains et la classe ouvrière blanche, en fait. Mais j'allais dire, vous n'avez pas mentionné par nom, mais Kamala Harris, qui est
d'après la plupart des analystes, a eu une campagne absolument terrible, atroce, qui a pas refusé, mais qui apparemment aurait mis des conditions inacceptables à Joe Rogan, par exemple, pour participer à son podcast. On sait que le podcast de Trump à Joe Rogan, il a duré quelque chose comme 3 heures, a été visionné par, j'ai envie de dire, 10, 15 millions de personnes. C'était énorme. Harris a enfilé les erreurs rhétoriques, notamment. Quelle note lui auriez-vous donné ou lui donnez-vous pour sa dernière campagne qui, clairement, s'est soldée en échec? La campagne ou bien c'est sa rhétorique, sa rhétorique dans la campagne. Ouais. Ouf, une note, bon, c'est assez subjectif. Ou une analyse. Mais, l'analyse, c'est que elle a beaucoup misé sur des facteurs de gauche qui n'intéressaient pas beaucoup l'Américain moyen. Donc se rattacher beaucoup à cette aile gauchiste du Parti démocrate, disons que ce n'était pas la condition gagnante pour rapatrier ces Américains désillusionnés. Et puis sur le plan de la rhétorique, je ne l'ai pas trouvé mauvaise face à Trump. Trump, il joue le jeu de Trump, c'est-à-dire c'est un personnage à part entière. Débattre avec lui, c'est tout un exercice. Hein. On ne peut pas débattre avec Trump. Vraiment, il ne se préparait jamais. Hein. Il se présentait sans notes, sans quoi que ce soit, tandis qu'elle, c'est des heures et des heures de préparation. Oui, et je comprends parfaitement parce que Trump, il balance des affirmations, il ne mise pas sur le logo, ce n'est pas argumenté, ce n'est pas fouillé, ce sont des déclarations qui n'émanent pas d'une démonstration, d'un grand raisonnement. Et encore une fois, je reviens à cette technique du Gish Gallop. Donc, à force de balancer ces affirmations, eh bien, ça déstabilise l'adversaire. Alors, comment est-ce que je peux noter Kamala Harris ? Eh bien, je pense qu'elle a su conserver son calme lors des débats, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. On l'a vu avec l'élection, 77 millions d'électeurs qui ont voté pour Trump, ce n'est pas rien. Surtout après une présidence Biden. Surtout après une présidence Biden, oui. Passons, restons dans la rhétorique, mais cette fois-ci à l'extérieur des États-Unis, ou du moins les relations entre les États-Unis et l'étranger. On en a fait les frais ici au Canada, soyons francs. Trump s'adresse au chef d'État d'une façon assez unique. Comment interpréter la chose? Est-ce qu'encore une fois, il y a un fond ici à la forme, ou c'est seulement Trump qui se laisse aller publiquement, ou il tente d'accomplir quelque chose de plus spécifique qui nous échappe peut-être? Je pense encore une fois, c'est dominer l'attention médiatique. C'est une rhétorique de déshumanisation. C'était une scène assez choquante et très humiliante. S'adresser de la sorte avec Zelensky. Rappelons cependant que les 50 premières minutes sur 55 ou 60 minutes se sont passées de façon très cordiale. C'est juste que les médias n'ont fait que jouer les 5 ou 10 minutes où, oui, en effet, ils s'engueulent à la Maison-Blanche. Mais il l'a alimenté. Ouais. Il a alimenté cette attention médiatique. Je pense, encore une fois, il n'était pas seul. Hein. Il était accompagné de J.D. Vance. Qui n'était pas plus pacifique. Hein, voilà, il n'était pas du tout pacifique. C'était vraiment de la surenchère. Donc, on assistait à une scène de surenchère, une rupture à cette tradition de la diplomatie cordiale. Donc, il n'y avait rien de diplomatique dans cette scène. Alors, encore une fois, si on a à analyser la stratégie de Trump, c'était simplement de jouer la carte de Trump. Donc, il est très authentique. Une chose qu'on ne peut pas retirer de Trump, c'est que c'est un personnage authentique. Il est lui-même. Ceci dit, il semble avoir obtenu ce qu'il voulait, hein, l'entente sur les minéraux critiques d'Ukraine, et surtout, Trump et Vance représentaient l'aile du Parti républicain qui était de plus en plus critique de l'implication américaine en Ukraine. Il ne pouvait pas paraître, j'ai envie de dire, trop attaché à la cause ukrainienne malgré le fait que Zelensky était là. Il ne peut pas non plus les abandonner instantanément comme ça devant les caméras. Là, ça aurait été une erreur en termes de relations internationales absolument gigantesque. Mais la forme ici semblait servir le fond, non? Dans le sens où les États-Unis, ou surtout Trump en particulier, voulaient mettre fin à la guerre en Ukraine. Et j'ai l'impression que l'administration Trump-Vance semble assez influent, avait jugé que l'Ukraine était un obstacle aussi important que la Russie dans l'atteinte d'une entente pacifique entre les deux pays. Est-ce que la politique étrangère de Trump maintenant se joue en partie par sa rhétorique? Et il faut y comprendre justement qu'il y a une logique. C'est pas de la folie. On a tendance à réduire Trump à la folie, mais en fait, même le discours envers le 51e État, quand tu y penses,
théoriquement, ça donnerait accès au passage du Nord-Ouest aux États-Unis, ce qui est l'équivalent du canal de Panama, encore une fois, qui est revenu en termes de points stratégiques commerciaux mondiaux, en termes de voies maritimes commerciales importantes. Il semble y avoir du fond un peu partout, non? Il y a du fond, mais c'est un fond qui est parfois contradictoire. Alors, du jour au lendemain, imposer des tarifs douaniers au Canada, ensuite les retirer, les imposer, les retirer. Donc, on sent aussi que la réflexion n'est pas aboutie. On sent qu'il est dans la provocation. On sent qu'il cherche à déstabiliser le Canada. Mais voilà, il n'a pas réussi. Ce qu'on a observé ces derniers temps, c'est ce sursaut patriotique au Canada dont on avait besoin. Je veux dire même que c'était l'électrochoc dont on avait besoin. C'est un électrochoc dont on avait besoin. Est-ce que vous allez nous parler d'indépendance du Canada maintenant? Ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai, souvent on n'associe pas le Canada au patriotisme. Voilà, les gens, le Canadien moyen, c'est un Canadien qui est tranquille, qui reste chez soi. On n'a pas cette même politique, cette culture politique que les Américains. Mais voilà, il nous provoque. On assiste alors à un sursaut patriotique chez nous. Mais encore une fois, je pense qu'il s'inscrit dans la provocation. Mais c'est une provocation qui est sans doute calculée. C'est une provocation qui est calculée au sens où, ne l'oublions pas, il cherche à annexer le Canada, donc en déstabilisant, en créant le chaos. Et c'est un chaos qui est organisé, en quelque sorte. C'est une stratégie qui est bien rodée. Sans doute que l'idée, c'est de susciter le chaos au Canada et voir si un jour on serait désespéré comme Canadien et qu'on souhaiterait peut-être rejoindre les États-Unis comme 51e État. Est-ce qu'il y a un rapport entre la rhétorique trumpienne et ce que certains appellent la polarisation en Occident en particulier, aux États-Unis en particulier, je devrais dire, mais qu'on voit un peu partout en Europe? Bon, dernièrement, l'Alternative für Deutschland, qui est un parti anti-Europe, anti-migrationniste en Allemagne, qui n'a pas remporté une victoire, mais qui est passé de quoi? 1 ou 2% à 20% des voix, je crois. Bon, bien sûr, le Rassemblement national en France et même la France insoumise, qui est très à gauche, deux partis extrêmes, montent dans les sondages presque quotidiennement. Comment dire? Mélanie en Italie, oui. On pourrait qualifier entre guillemets d'extrême droite. Geert Wilders aux Pays-Bas, j'ai oublié son nom, mais Geert Wilders, je crois, en tout cas. On voit un peu la même chose un peu partout en Europe, même ici avec Pierre Poilievre, oui. Qui s'est ainsi perdu des plumes, mais qui avait clairement utilisé une forme de populisme pour monter dans les sondages avant l'arrivée de Mark Carney. Est-ce que la rhétorique trumpienne reflète l'état des esprits en Occident? Oui, c'est une recette que l'on observe en Europe. Par exemple, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, elle utilise beaucoup la rhétorique populiste, mais elle va faire des références à la tradition chrétienne. Donc, elle va mobiliser dans ses discours l'importance de la famille, l'importance de la tradition, l'importance de la religion. Par exemple, il y a un discours qui est très connu, c'est sur YouTube, c'est « Sono una madre, je suis une femme, je suis une mère ». Et elle maîtrise bien aussi le rythme ternaire, donc sur le plan rhétorique, elle sait ce qu'elle fait. Donc elle a aussi une stratégie discursive qui est bien réfléchie. Et la politique de la polarisation, ça fonctionne parce que ça crée des clivages. Et quand on crée des clivages, on réussit à mobiliser un pan de la société qui, encore une fois, était désillusionné par les dirigeants de l'époque.